WNBC à New York, juste John Brimes le matin, il est 9 heures. NBC Radio News Bulletin de l'heure, Robert Goralski pour vous informer. Des troupes d'élite sud-vietnamiennes sont entrées dans la ville de Quang Tre. Plus tôt, ils avaient repris 2 villes de districts voisines, les premières à être réoccupées lors de la contre-offensive de Saïgon. Combien d'hommes ici ce soir ont déjà servi leur nation lors d'autres guerres? Combien ne sont même pas là pour écouter? La guerre du Vietnam n'est pas comme ces autres guerres. Pourtant, au final, la guerre est toujours la même. Ce sont de jeunes hommes qui meurent dans la force de l'âge. C'est essayer de tuer un homme que vous ne connaissez même pas assez pour le haïr. Donc, connaître la guerre, c'est savoir qu'il y a encore de la folie dans ce monde. J'ai atterri le 6 juin, le jour J 1970. Ils ont volé avec la compagnie aérienne Flying Tiger. Nous avons tourné autour de la base de Tonsonot car ils étaient sous des tirs de mortier. Et quand nous avons enfin atterri, je suis arrivé à la porte de l'appareil. Cet air chaud et humide du Sud-Vietnam nous a frappés. Et d'abord, c'était la chaleur, l'humidité et l'odeur qui t'ont frappé de plein fouet. Il y avait le kérosène, les excréments brûlés et tout le reste. Et puis, quand nous avons débarqué, beaucoup de soldats américains étaient là, disant qu'ils étaient sur le point de rentrer. Ils rentraient chez eux, tandis que nous rentrerions tous dans des sacs mortuaires. C'était leur propre forme d'humour noir que nous avons appris à reprendre et à dire nous-mêmes avec le temps. Mais c'était un vrai choc d'être là. Qu'est-ce que je fais ici? C'est un peu inhabituel parce que tu viens de la vie civile. Tu réalises simplement qu'il y a 3 ou 4 mois à peine, tu étais à l'université et maintenant tu es dans un pays étranger à plus de 1600 km de chez toi. Tu commences à t'adapter à la température. Tu commences à apprendre, comme ils te le diront, à écouter les gars là-bas qui te parlent parce qu'ils ont de l'expérience et que toi, tu es un bleu et tu ne sais pas ce qui se passe. Et tu essaies, si tu es vraiment intelligent, de tirer parti de leurs connaissances parce qu'ils sont là depuis plus longtemps que toi. Tu commences à apprendre à quoi ressemblent les odeurs, à quoi ressemblent les sons. Quand je parle des sons, ça peut aller d'un bombardement au loin à un sampan qui passe juste à côté de toi sur la rivière. Donc tu commences à apprendre à t'adapter à l'environnement dans lequel tu te trouves. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faisait chaud, il devait faire 40 degrés. Et on pouvait entendre des tirs de mortier au loin. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Laissez-moi rentrer chez moi. Jusqu'à présent, plus de 2000 hommes sont morts dans la guerre du Vietnam. Beaucoup ont été abattus dans les champs, les rizières et les jungles ou tués lors de bombardements. À mesure que la présence militaire américaine augmente au Sud-Vietnam, les tensions civiles grandissent aussi en Amérique, alors que de plus en plus de jeunes hommes sont appelés sous les drapeaux pour une guerre menée dans des zones d'ombre. Lorsque la conscription a été rétablie pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pour une guerre différente, dans un monde bien différent. Avec les puissances de l'Axe menaçant d'engloutir le monde, la conscription de 1940 a recueilli un taux d'approbation stupéfiant de 71%. La signature par le président Franklin Delano Roosevelt de la loi sur la formation du service sélectif, le 16 septembre 1940 a rendu obligatoire l'inscription des hommes de 21 à 35 ans auprès du Selective Service. À l'entrée en guerre de l'Amérique, l'obligation d'inscription a été étendue aux hommes de 18 à 65 ans, ceux de 18 à 45 ans étant susceptibles d'être appelés sous les drapeaux. Sélectionnés par tirage au sort, les conscrits devaient servir pendant une année complète, une période qui a été prolongée en octobre de cette même année. 10 110 100. Des hommes sont appelés sous les drapeaux tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Plus de la moitié de ce nombre se portent volontaires. Au début de la guerre froide dans les années 1950, le Selective Service appelle
1,529,530. Des hommes pour servir pendant la guerre de Corée, avec 1,3 million de volontaires. La guerre du Vietnam est moins populaire. Je ne me suis pas engagé, j'ai été appelé sous les drapeaux. On m'a arraché à la vie civile alors que je me préparais pour l'été 1967 et je vivais sur la côte du New Jersey et j'y passais du bon temps. Et j'ai reçu la lettre par la poste. Félicitations. Vous avez été sélectionné et le reste appartient à l'histoire. Même si les appelés du service militaire sont une minorité parmi les membres des forces armées pendant la guerre du Vietnam, ils représentent au départ un chiffre impressionnant de 88% de tous les fantassins, appelés les grunts. À cause de cela, le taux de mortalité est élevé parmi les appelés à peine formés, représentant plus de la moitié des morts au combat. La guerre du Vietnam est différente de tous les conflits précédents, surtout d'un point de vue racial. L'intégration des soldats afro-américains dans l'armée américaine commence à évoluer, passant d'unités uniquement noires à des unités intégrées avec la guerre de Corée. Bien que le président Harry S. Truman ait ordonné la déségrégation des forces armées en 1948, la dernière unité entièrement noire n'est dissoute qu'en 1953. La guerre de Corée est la première à appliquer concrètement la nouvelle politique de Truman. 2 sergents afro-américains de l'armée ont reçu la Medal of Honor pendant cette guerre, les sergents Cornelius H. Charlton et William Thompson. La guerre du Vietnam amène une armée totalement intégrée, mais pas équitablement intégrée. Les soldats afro-américains représentent 12,6% des soldats au Vietnam de 1965 à 1969, et principalement dans l'infanterie. À cause de cela, les pertes parmi les soldats noirs représentent 20% de toutes les morts au combat de 1961 à 1966. Le Selective Service accorde des sursis aux étudiants actuellement à l'université et à ceux exerçant des métiers civils essentiels, un critère qui, en soi, favorise les Blancs des classes moyennes et supérieures. Les commissions de conscription sont également majoritairement blanches, les Afro-Américains ne représentant qu'environ 1% de tous leurs membres. Le docteur Martin Luther King Jr. décrit le Vietnam comme une guerre d'hommes blancs, un combat d'hommes noirs. Les protestations contre la conscription surviennent en octobre 1965, lorsque le nombre mensuel d'appelés augmente considérablement, passant de 3 000 à 33 000. Une protestation courante est de brûler la carte d'incorporation. Le champion du monde poids lourd de boxe, Mohamed Ali, est l'un d'entre eux, refusant de rejoindre les forces armées le 28 avril 1967, invoquant des raisons religieuses. Il est condamné à 5 ans de prison, à une amende de $10 000, déchu de son titre et banni du sport pour 3 ans. Un appel lui évite la prison cependant, et la condamnation est annulée par la Cour suprême des années plus tard. La protestation d'Ali attirera davantage l'attention sur le problème de la conscription, un problème qui touche une génération plus jeune aux États-Unis, et entraînera des troubles civils. Pour lutter contre la capacité du Viet Cong à se dissimuler, l'armée américaine utilise un herbicide et un défoliant pour dégager les jungles de leur camouflage naturel et aussi détruire leurs récoltes. Il s'appelle herbicide orange ou HO, mais il est plus connu sous le nom d'agent orange. Eh bien, la chose principale à propos de l'agent orange, c'est que son nom vient de la bande orange sur les conteneurs. Constatant le succès qu'avaient eu les Britanniques avec l'agent orange dans les années 1950, le président John F. Kennedy a autorisé le lancement de l'opération Ranch Hand, conçue pour recouvrir le territoire ennemi et les champs de bataille avec ce produit chimique. Une des choses que j'ai trouvées très intéressantes, c'est que sur nos navires, nous avions ce qu'ils appellent des évaporateurs qui transformaient l'eau salée en eau douce.
Et quand vous étiez à Da Nang, qui était notre base principale au Canteen Show à Da Nang, ils venaient demander si vous vouliez de l'eau. Et ils avaient ce qu'ils appelaient des Yuo, qui étaient des navires de la marine pour mettre de l'eau à bord de notre bateau. Et ils refusaient toujours, ils ne l'acceptaient pas. Ils utilisaient toujours l'eau produite par les évaporateurs qui transformaient l'eau salée en eau douce. Je me suis souvent demandé s'ils savaient quelque chose sur l'agent orange, car beaucoup d'hommes en tombaient malades et ils ne buvaient jamais l'eau fournie par la marine. En 1969, une étude révélera les dangers pour la santé liés aux 2, 3, 7 et 8 tétrachlorodibenzodioxine, un composé de dioxine extrêmement toxique. L'armée américaine continuera de pulvériser l'agent orange jusqu'en 1971. L'agent orange contribue à la guerre d'usure du général William Westmoreland. Son plan consiste à submerger l'ennemi par la puissance et la supériorité des forces armées américaines. Il espère infliger des pertes insurmontables aux Nord-Vietnamiens et aux Viet Cong, dont les effectifs sont limités grâce à une combinaison de forces terrestres et de soutien aérien. Ces missions de recherche et de destruction sont sur le point de devenir un point de discorde dans la manière dont la guerre essaie menée. Merci de nous avoir regardés. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenu historique captivant comme celui-ci, merci de laisser un j'aime, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.